écrire un article, aujourd'hui, ça te prend combien de temps? Je passais de 2-3 heures par article de blog à 10-15 minutes grâce à cet outil-là. L'IA, ça te donne juste une base, mais toujours avoir un travail humain derrière, un travail manuel pour optimiser le contenu. On pouvait passer par exemple de 4 articles par mois à 4 articles par semaine avec le même temps nécessaire de travail. On est monté à plus de 7000 visiteurs mensuels en 1 an et demi, sans aucun achat de backlinks, sans cocon sémantique, sans stratégie de siloing, etc. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO, entrepreneuriat et leadership. Et aujourd'hui, j'accueille mon premier hater sur LinkedIn. Le premier hater. Ouais. En fait, pourquoi j'ai invité Vincent aujourd'hui dans l'épisode du jour? Et ben, tout simplement parce qu'en fait, un jour, j'avais fait un post sur LinkedIn où j'avais dit, j'avais fait un carrousel où je disais, bah, quand on crée du contenu, bah, ne mettez pas l'IA quand vous faites la création de contenu parce que c'est de la merde. Et Vincent, il est venu, il m'a dit, non, c'est pas vrai! On est Non, là pour abonnés! Non, mais ça peut paraître un peu sec, mais c'était juste une nuance quoi que je voulais apporter. T'inquiète pas, je rigole, t'inquiète pas. Bien sûr, bien sûr. Je rigole, mais en fait, disons que t'étais venu comme ça, je me suis dit, putain, mais en fait, je me fais challenger. Ah, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, comme je commence à avoir une certaine notoriété, les jeux me challengent plus, en fait, tu vois. Mhm. T'es venu en mode, ouais, non, je suis pas trop d'accord. J'ai fait, ah, intéressant, tu vois. Et en fait, Ouais. à ce moment-là, je suis parti te voir en MP, on a échangé vite fait. J'ai Ouais. une vision des choses. Bien sur Biscayne. On va parler de IA, de Mhm. contenu et comment faire ça bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'accueille Vincent Ego qui va nous parler d'IA, de contenu, de structure et surtout qui va nous parler de comment gagner un max de temps avec l'IA, avec des exemples concrets. Salut Vincent. Yes, salut BizCare, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Vincent Ego, j'ai 24 ans actuellement et je fais du SEO depuis 2016. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. C'était exactement le 2 novembre 2016, une date précise parce que c'est la date à laquelle on achète son premier nom de domaine. On connaît la date de renouvellement. Donc à l'époque, j'avais tanné mes parents pour acheter ma première année d'hébergement sur un site web. Je faisais beaucoup de tout ce qui était développement personnel, nutrition, sommeil, bien-être, et je voulais en fait créer un premier site. À l'époque, c'était le monde des blogs, l'univers du blogging, etc. 2015, 2016, grosse trend à l'époque en SEO. Et donc, en fait, j'ai créé mon premier blog dans le domaine de la nutrition, enfin nutrition sommeil, qui s'appelait du coup feelboost.fr, que j'ai revendu depuis, qui n'est plus du tout dans la mathématique maintenant. Mais en fait, j'ai commencé comme ça, de zéro. Je savais pas du tout que je faisais du SEO à la base. Pour moi, je faisais juste du blogging. En fait, j'avais juste acheté on va dire une formation PDF à l'époque à 27 € qui m'expliquait comment créer un blog étape par étape. Donc, moi, en fait, j'avais simplement suivi ce que j'avais acheté, Donc, juste pour avoir un... rien. Oui, Comment? d'accord. Enfin, j'ai dit, sachant qu'à l'époque, tu ne connaissais absolument rien. Ah oui, je connaissais absolument rien. Vraiment, franchement, je cliquais, je recopiais exactement ce que me disait le tutoriel, le PDF. Donc en gros, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai découvert 1 an après ce début d'expérience que ça s'appelait du SEO, tout ce que je faisais. Moi, mon objectif, c'était juste d'avoir juste des visiteurs sur mon site et vendre par la suite quelque chose. Alors à la base, je voulais pas gagner de l'argent, mais c'était plus d'un point de vue liberté. Je me disais, en fait, ça pourrait être un business qui potentiellement pourrait m'apporter une liberté après.
même si c'est venu indirectement et que j'ai pas, entre guillemets, réussi ce projet dès le départ. C'est quelque chose qui m'a vraiment forgé en expérience SEO. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est SEO, etc., avant les expériences qui viennent par la suite. Ok, bah là pour le coup on était en 2000, donc t'as commencé en 2016, donc un an après, Ouais, donc t'as commencé en 2016 à faire du SEO, un an après t'as su que tu faisais du SEO en 2017. D'ailleurs ouais, ça me rappelle mon histoire. ouais, Quand je faisais du SEO en 2005 avec avec les Skyblogs. ouais. Euh, et en fait j'ai su 7 ans plus tard que je faisais du SEO en fait. 7 ans, ah ouais. Voilà. Ok. Un an moins de 7 ans, donc ça va. Ok, donc du coup, t'as fait ton petit blog, ça fonctionnait plus ou moins. Et après, voilà, enfin, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est cette voie que tu devais prendre? Ouais. Alors, j'ai galéré clairement sur ce site-là parce que Sinon, c'est pas drôle, attends. ok, une petite formation PDF, ça te donne ça te donne la marche à suivre, comment Mhm. faire, mais ça te rend pas expert SEO directement, bien sûr. Donc, et heureusement, enfin, voilà. Donc, euh, donc moi, j'ai commencé comme ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais vous dire un petit peu les erreurs que j'ai fait au début, pour vous donner un ordre d'idée à quel point les erreurs étaient monumentales. Quand je créais mes contenus, euh, je hiérarchisais mes titres, mes sous-titres en fonction de la taille des sous-titres que j'avais paramétrés sur le WordPress. Donc, en gros, j'allais par exemple d'un titre H1 à directement un titre H6 parce que visuellement, c'était plus beau un titre H6 qu'un titre H2 qui était trop gros. Donc, Alors, t'inquiète pas, je te rassure, hein, jusqu'à présent, 2024, au moment où on tourne, les développeurs, ils font toujours pareil, donc t'inquiète pas. ouais, bien sûr. Mais ça, c'est une erreur clairement que je faisais au début et je me suis dit, mais en fait, je faisais n'importe quoi. Mais c'est des erreurs de débutant, clairement. Et, euh, et donc, en fait, je me suis intéressé à comment je pouvais améliorer mes contenus. Alors, à la base, quand on a 17 ans, tout ça, on n'a pas un énorme budget pour tout ce qui est netlinking, tout ce qui est outils, SEMrush, Ahref, etc. Donc, je commence comme je peux avec des outils, on va dire, gratuits Mhm. au début. Je commence avec du netlinking ultra manuel, c'est-à-dire je contacte peut-être 20, 30 sites dans ma thématique et je leur dis est-ce que je peux faire un article invité sur votre site? Et il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 10% qui acceptaient, tu vois. Et Mhm. je faisais mon article à la main, je passais 2 à 3 heures par article, plus 1 à 2 heures d'optimisation. Mon contenu, il était prêt et je le renvoyais et j'avais un backlink. Voilà, comme ça. Et donc, je faisais peut-être ça 1 à 2 fois par mois et j'ai commencé à avoir mes premiers backlinks comme ça. Ce qui était le plus long, bien sûr, c'était la partie rédaction. Alors, Mhm. la deuxième erreur que je faisais, c'était que je recherchais j'écrivais des contenus sur des mots-clés que je n'avais pas recherchés, que je pensais être pertinents, mais qui n'attiraient pas où il y avait aucune volumétrie, même si la volumétrie très faible, tu peux attirer du trafic là-dessus, mais j'avais pas de stratégie vraiment Mhm. de contenu, de visibilité là-dessus. Et donc, moi, ce que je faisais à l'époque, pour attirer vraiment plus de trafic, donc plus de leads, parce que du coup, ce que je proposais dans ce bloc-là, c'était que je récupérais l'adresse mail en échange c'était un e-book à l'époque, Mhm. 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 dans tout ce qui était nutrition, etc. Et après, je vendais des fiches pratiques, donc des fiches PDF. 35 fiches PDF, donc il y avait des fiches sur le sommeil, sur le sport, etc. C'était mon premier infoproduit comme ça. Et en fait, Et donc là, on était en 2017, ça, 2018. c'était, ouais, 2018, début 2018, j'ai Ok, commencé à vendre. ok, Et, ok. anecdote très très drôle parce que du coup, c'était pendant mes études Mhm. en DUT et c'était le premier jour de mon stage en première année DUT dans une agence de communication. Premier jour, boum, le téléphone s'allume, notification PayPal, 37 euros, euh, les fiches pratiques, première vente, tu vois. Et je me dis, c'était une joie incroyable à l'époque parce que c'était la première vente, quoi. D'autant plus que, À hein, partir du moment où tu fais ta première vente, je sais pas, il se passe un chiffre dans ta tête en fait, tu vois. Il se passe ouais, un avant-après. Tu vois, donc du coup, ouais, c'est ça, ça. je comprends très bien ce que tu as vécu, ouais. Ouais, c'est les premières ventes sont incroyables. Mm. D'autant plus que c'était assez, pour moi, c'était beaucoup de temps, même si je faisais ça vraiment par passion parce que j'étais passionné par même
le numérique, tout ça en général. Donc, je me disais, bah, j'apprends quand même des choses, c'est hyper passionnant, même si je gagne pas d'argent avec, c'était pas mon objectif. J'étais encore pour mes études, j'avais pas Ah, c'est bien, besoin en fait. de, voilà, c'est Hmm. ça. J'explorais et ça me plaisait vraiment. Et je m'en souviens, le premier outil dans lequel j'ai investi, c'était un outil d'emailing, c'était GetResponse à Hmm. l'époque. Et ça me coûtait 13,50 € par mois à l'époque. C'était beaucoup. Bah ouais, Et c'était beaucoup. Quand j'en parlais à mes parents, ils me disaient, mais ouais, c'est cher pour moi, tu vois. hmm. Et je me suis dit, bah, en fait, ok, je vais tester quelques mois et l'objectif, c'est que je fasse au moins une vente à 37 € pour pouvoir rentabiliser 3 mois. Et je comptais vraiment comme ça, tu vois. Hmm. En plus, je faisais toutes mes pages sur WordPress, mes tunnels de vente sur WordPress. Il y avait un plugin à l'époque sur WordPress en 2016 que j'utilisais qui s'appelait OptimizePress. Peut-être que certains connaissent pour mettre. Enfin, à la base, c'était un thème. C'était un des thèmes les plus optimisés, on va dire 2015-2016, les plus optimisés et drag and drop. Hmm. Le problème de ce plugin-là, c'était qu'il était trop gourmand en ressources. Donc, il fallait des serveurs, des hébergeurs, enfin, qui étaient vraiment débridés Hmm. pour que ça tourne bien. Donc, il y a eu une limite à un moment où j'ai commencé comme ça, et puis après, bah, j'ai basculé vers des outils comme System.io, Hmm. des outils beaucoup plus automatisables. Donc là, ce projet-là, en fait, je l'ai développé pendant, on va dire, 3 ans et demi, Hmm. jusqu'à on va dire, 2019-2020. Euh, En 2018, du coup, donc j'étais en DUT pendant cette DUT information communication, option publicité et marketing Ok, ouais. à l'époque. J'ai fini ce DUT en 2019. Et puis par la suite, je suis parti sur un Erasmus en Irlande pendant 9 mois. Donc normalement c'était 9 mois, mais je suis resté 7 mois à cause du Covid. J'ai dû rentrer en mars 2020. Je suis rentré. Donc je suis resté 7 mois en Irlande et j'ai fait un bachelor, une troisième année de bachelor en business à l'université de Wexford dans Ok. un parcours digital marketing. Et c'est là qu'en fait on va dire, j'ai vraiment appris tout ce qui est, on va dire, un peu plus large que le SEO. Même si on apprend en tâtonnant avec ce projet-là, ce blog, parce que il y a du SEO, mais il y a aussi il y a de la rédaction web, même si c'est relié à tout ça. Il y a du copywriting, il y a du design, il y a de la technique, du développement. Enfin, il y Hmm. avait plein d'aspects du marketing digital qui étaient un peu mélangés, dont j'ai progressé grâce à l'expérience. Mais je me suis dit, on va dire, pour être plus légitime et pour améliorer encore plus mes compétences, je me suis dit, je vais partir sur cette troisième année de bachelor, du coup. Et donc là, je me suis formé on va dire, d'experts dans le digital qui étaient là depuis les années 2000, pareil dans le digital, mais plus sur les marchés UK, Irlande, USA, tu vois. Et, Hmm. et j'ai découvert vraiment un état d'esprit qui est différent. Un état d'esprit qui est différent où on nous encourageait plus à apprendre à tout ça. Donc vraiment, j'ai kiffé ce bachelor-là, enfin cette troisième année de bachelor. Et donc là vient le Covid à ce moment-là. Donc je rentre en France après cette expérience. Et je me dis en fait, je me suis pas occupé de ce premier blog que j'ai créé en 2016. Je me suis pas occupé pendant la dernière année. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'était en mai 2020. Je me dis, est-ce que je le garde ou est-ce que je m'en sépare? Sachant que ça me prenait du temps pour très peu de résultats, je voulais vraiment passer à autre chose. C'était une première Hmm. expérience qui m'apportait des résultats. Je me suis formé au-delà de cette expérience-là. J'ai envie d'aller plus loin, donc j'ai décidé d'arrêter ce blog-là, de Donc le ça, revendre. juste en fait, avant que t'arrêtes, Ouais, pour combien en tout avait vendu, pas besoin d'avoir de chiffre précis, mais pour combien en tout avait vendu et combien ça générait de trafic plus ou moins. ouais. Je crois que j'avais dû faire à peu près 2 000 € de vente Au sur total. l'expérience totale. Donc Ok. tous les 2 3 ans. Bah, c'est Mais pas mal. voilà, Ça fait commencer à 17 piges, donc c'est quand, bien. quand on a voilà quand on a entre 17 et 19 ans, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Hmm. Ok, Donc c'était ça représentait combien en trafic quand tu l'as vendu? j'étais à je devais être à ouais 1500 2000 visiteurs par mois. Donc c'était assez faible, tu vois.
C'était assez faible. Mais en fait, comment je trouvais la majorité de mes clients, c'était quand je partageais mes contenus sur des groupes Facebook à l'époque, tu vois. Hmm. Et donc, je récoltais, 2019-2020, ouais, à ce moment-là, les groupes Facebook, ça allait. Hein. Tu vois, même à l'époque, voilà, j'avais partagé groupe Facebook pour mes premières formations à l'époque, mais ça marchait ouais, pas mal à l'époque, ouais. Ouais, ça, je te ouais, confirme. Ouais. c'est ça. Donc, en fait, j'allais sur des groupes Facebook, je partageais mes contenus, et en fait, sur mes contenus, j'avais des lightbox, donc des pop-up Hmm. qui se déclenchaient pour mes lead magnets, et là, tout mon tunnel de vente se déclenchait. Et en fait, je faisais des ventes comme ça. Hmm. Euh, mais c'était quelque chose de chronophage parce que ça me demandait toujours de publier dessus, de publier pour attirer du trafic, et je voulais quelque chose de quand même de beaucoup plus automatique Hmm. et de passer à une autre expérience, c'est-à-dire que tout ce qui était santé, etc. Voilà, c'était une passion à l'époque, mais je voulais pas en faire vraiment une activité encore plus approfondie, tu vois, à ce Ok. moment-là. Je voulais vraiment encore plus développer mes compétences dans le digital. Et c'est là que, on va dire, tout s'est accéléré. À ce moment-là, c'est en fait pendant le Covid, donc période de néant parce que je rentre d'Irlande, j'ai un bac plus 3, mais j'ai des compétences à la fois pratiques parce qu'avec ces projets-là dans le digital et des compétences universitaires aussi. Mais je me suis dit, ok, le Covid, période de néant, je suis retourné chez mes parents, je sais pas quoi faire, combien de temps ça dure, donc je me dis autant terminer mes études à ce moment-là. Tu vois. Et donc, il y a quelqu'un pendant mon Erasmus qui me dit le dernier jour avant que je quitte l'Irlande, il me dit est-ce que tu connais Digital Campus? euh, Il me dit je pense que ça peut te plaire. Et je m'en souviens très bien. Mhm. À ce moment-là, je lui dis en fait, je connais pas du tout. Je sais pas du tout quel type d'école c'est, sachant que moi, à la base, ce que je voulais, on va dire, le rêve que j'avais à l'époque, c'était de directement aller à Dublin, de travailler chez Google ou chez LinkedIn ou chez un grand groupe, tu vois, directement, Mhm. Mhm. en tant que junior dans un domaine du digital après ce bachelor, tu vois. Et voilà. Mais bon, voilà, on est rentré en France, on devait repenser à autre chose à ce moment-là. Et donc, je m'intéresse un peu à Digital Campus. Je vois que le programme m'intéresse. Donc, tout ce qui est brand content, tout ce qui est, tout ce qui est voilà, contenu de marque, etc. Marketing digital en général. Et il y avait une certification qu'on pouvait passer en 2 ans qui s'appelait certification expert en stratégie digitale. Donc, ça, c'est agréé RNCP niveau 7 par France Compétences, donc par l'État français. Donc, je me suis dit, ça peut être pas mal pour encore plus compléter mon bagage, tu vois. Mhm. Et vraiment, là, pour le coup, être vraiment considéré comme un expert, là, je pouvais vraiment dire que j'étais un expert parce que j'étais diplômé, certifié pour ça, tu vois. Mhm. Donc, je m'inscris au concours, je passe les concours, et c'est là que je dois rechercher une alternance parce que, bon, l'école coûtait assez cher, tu vois. On parlait quand même de 11-12 000 euros l'année, donc sur 2 ans. Voilà, je voulais quelque chose en alternance. Donc là, à ce moment-là, je recherche des entreprises partout en France. Des entreprises dans la data, je m'en souviens, à Bordeaux, à Paris, Mhm. à Nantes, tout ça. Moi, à la base, je viens de Bretagne, tu vois. Je viens de Bretagne et je voulais une expérience un peu différente du nord-ouest de la France que je connaissais bien. Je voulais une expérience un peu totalement différente. Et puis, quand je regardais les boîtes pour postuler en alternance, il y a une boîte qui m'a fait le tilt. Elle s'appelait Wapi. À l'époque, c'était du coup Prospecting, Mhm. voilà, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Walaxy, mais à la base, l'outil qui était vendu, c'était Prospecting. Et même si on revient vraiment à la base du projet, l'outil s'appelait Wapi, qui était à la base un facilitateur de séjour pour les campings dans le sud de la France. Ils ont totalement migré vers Prospecting parce qu'ils utilisaient un outil de prospection en interne. Quand je dis ils, c'est Toinon et Guillaume, les cofondateurs de cette solution-là. Ils ont utilisé leur propre outil de prospection pour trouver ces campings-là. Et en fait, voilà, Toinon, il a fait plein de podcasts pour expliquer toute cette Mhm. Ouais, ouais, cette storytelling-là. ouais, Mais il me semble. voilà, ils ont créé ce projet-là, donc Prospecting, qui était du coup une startup, outil d'automatisation sur LinkedIn, et qui permet d'envoyer un peu comme un outil d'emailing, mais pour LinkedIn, voilà, des séquences de workflow. Euh, donc, je me souviens que c'était Amandine, du coup, Amandine Barthes, qui m'a contacté en 2020, donc il y a déjà 4 ans de ça, et elle m'avait dit qu'elle était intéressée
par mon profil, tout ça à l'époque. Donc, je fais une immersion de 24 heures chez eux, dans leurs locaux à Montpellier. Donc, j'ai pris l'avion, hop, je suis resté 24 heures, etc. Tout ça. Et puis, du coup, j'ai été pris et j'ai démarré l'alternance du coup en septembre 2020, en même temps du coup que mon master expert stratégie digitale qui commençait en même temps, pour 2 ans du coup, de 2020 à 2022. Et donc, tout a démarré comme ça parce que, en fait, vu que l'outil, c'est un outil de prospection pour LinkedIn, à l'époque, c'était vraiment la grosse montée du personal branding sur LinkedIn. On Ouais, je vois. avait des Grégoire Gambato, on avait Mm. des grands noms comme ça qui attiraient vraiment des foules. On avait Théo Lyon également. Il y avait du coup Toinon aussi, Toinon Georget. Il y avait Guillaume Houbèche aussi, qui était vraiment en place en 2019 sur LinkedIn. Et donc, je me souviens, on a fait une réunion. C'était, on va dire, courant septembre-octobre 2020 avec Toinon. Et il nous disait à ce moment-là, euh, en fait, capitalisez maintenant sur votre personal branding. Si un jour vous voulez, par exemple, quitter la boîte, en fait, vous aurez capitalisé sur votre personal branding, vous aurez potentiellement, ça vous attirera plus d'opportunités. Et même si vous voulez créer des projets à côté, en fait, créez des projets à côté et soyez dans un secteur bien précis. Et moi, je me suis dit, en fait, toutes les expériences que j'ai eues auparavant dans le digital, qu'est-ce qui me plaisait le plus, dans lequel j'étais on va dire dans lequel j'étais bon, tu vois, dans ce domaine-là. Et donc, moi, j'ai décidé de m'axer sur le SEO à ce moment-là, vraiment, où je parlais que de ça sur LinkedIn. Et donc, j'ai commencé à faire des posts, de plus en plus de posts à ce moment-là sur LinkedIn. Voilà. Tout ça, il a mis 20 minutes pour me dire comment comment il est devenu mon hater. Non, je suis désolé si c'est trop long pour l'histoire, mais c'est Non, non, important non, non. pour. Voilà. Non, je taquine. Non, mais je sais très bien que tu mets les bases comment dire, de tout ce que tu vas nous dire après. Parce qu'en fait, tout ça, Mm. mine de rien, c'est quand même important par rapport à toute l'automatisation que tu vas nous présenter après. Ouais. Et donc, du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais dire parce que j'aime bien troller les gens. Bon, bref. Du coup, enfin, je vais revenir à ma base. Bah, du coup, voilà, là, on est en 2021, si je dis pas de bêtises. Donc, tu viens de faire un an là-bas chez Walaxy. C'est ça. Quand est-ce que tu as commencé? Donc là, tu as commencé à prendre la parole sur LinkedIn. Effectivement, bah, à ce moment-là, je commençais à te voir de plus en plus. Je me suis dit, mais c'est qui ce jeune et tout? Je me dis, putain, mais en fait, c'est. Non, non, pareil, j'utilise, mais ces contenus sont assez pertinents. 2023 arrive. Donc 2023 arrive. Donc toi, entre-temps, bah, tu as fait ton expérience chez Walaxy. J'imagine que c'est là-bas où tu es devenu un expert SEO. Tu es parti, tu as commencé en fait à faire un peu ta life après. 2023 arrive, janvier 2023, ChatGPT arrive. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là dans ta tête? Genre, Alors, faut savoir un truc, c'est que beaucoup de gens pensent que l'IA est arrivée au monde de ChatGPT. Alors alors, ça, oui, c'est totalement faux, tu vois. Mais je préfère le dire. Non, non, moi l'IA, je l'utilise pas non plus depuis des années, mais je crois que j'ai commencé à l'utiliser en 2020-2021. Alors à l'époque, c'était GPT-2 avec copy.ai. Moi, je l'utilisais à la base juste pour du brainstorming, tu vois, des idées, etc. Ou alors juste quelques catchphrases, des headlines, des trucs comme ça sur leur outil, mais c'était pas de la grosse rédaction de contenu, tu vois. Euh, et en fait, comment je l'utilisais à l'époque, c'était que, en fait, à Digital Campus, on avait parfois des projets de groupe où on devait créer des projets en 48 heures, des projets d'entreprise, des projets de mini-startup, etc. Et donc, cet outil-là, il me permettait de trouver ces idées. Donc, j'ai commencé à l'utiliser comme ça. Et puis, en fait, donc janvier 2023, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Alors, faut savoir un truc, c'est qu'il y a eu des outils, on va dire, intermédiaires à ChatGPT qui se sont installés dans le SEO, et notamment des outils comme Marcopy, Markai. Donc, on salue la team, Salim et Camille. Il y a également l'outil Jasper.ai, donc gros outil sur l'IA que j'ai pu tester. Du coup, je l'ai utilisé de juin 2022 jusqu'à on va dire janvier 2023, jusqu'à ChatGPT. Et donc, c'est de là que j'ai commencé vraiment à créer du contenu IA beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que là, je passais de 2-3 heures par article de blog
quand j'étais chez Walaxy à 10-15 minutes grâce à cet outil-là. Voilà. Bien sûr, il y a une phase de personnalisation de contenu, toujours, où on met des images, des gifs, des infographies, etc. Mais c'était quand même une révolution parce que là, on pouvait passer, par exemple, de 4 articles par mois à 4 articles par semaine avec on va dire le même temps nécessaire de travail. Et donc, ça a tout changé à ce moment-là, quoi. Bah justement, tu vois, mais qu'est-ce que tu as... Alors déjà, avant de te poser la question, ça veut dire que déjà à l'époque, tu te servais de ça pour écrire des articles que tu pouvais mettre sur Google, bien optimisés pour Google, sans te faire taper dessus par Google. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, nous, on l'utilisait sur un site qu'on a créé avec du coup quelqu'un qui était en master avec moi dans ma promo, alors qui est maintenant très connu sur LinkedIn. Je vais donner le nom, c'est Sherian Keder, Ouais. donc qui est une experte en intelligence artificielle. Et donc ça fait 4 ans qu'on se connaît, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble sur des projets de groupe, de startups, etc. Même sur pas mal de projets clients. Et en fait, on a décidé de créer un site en 2022 ou 2023, un site 100% IA, qu'on a décidé de lancer 100% IA, aucun contenu humain, juste, c'est un peu un site labo, tu vois. Alors quand tu dis 100% IA, c'est... déjà, le site, il est sur un CMS ou bien c'est une IA qui a généré le site? Non, le site, on l'a fait à la main au départ sur WordPress. Voilà, Ok. c'est un site WordPress. Mais je veux dire, c'est une stratégie de contenu shotgun, donc hors Ok. cocon sémantique, Ok. où on faisait que de l'article. Et c'était du coup c'est un site qui est toujours disponible, il s'appelle scalac.co. Mhm. C'est un site dans le domaine du make money, tu vois, tout simplement. Tout simplement du make money. Donc, il y avait une partie outils d'automatisation, il y a une partie entrepreneuriat, etc. Et il faut savoir un truc, c'est que ce site-là, il est fait pour... nous, on s'en fout complètement que le site se fasse crasher ou pas. Tu vois, Ouais. c'était Ouais, vraiment... en fait. Mm. C'est un site labo et voilà, on a testé des choses. Mm. Donc Donc, il y a 100% du des... contenu IA. Exactement, on pond du contenu IA, on teste, etc. Donc, nous, on a commencé par du Jasper AI et ça a cartonné, tu vois, on est monté à plus de 7000 visiteurs Ouais. mensuels, c'est ça, on va dire ouais, 1 an et demi, tu vois, Ok. 1 an et demi, du coup, depuis le départ. Et Donc puis, son cocon, en mode shotgun, voilà, on envoie, on envoie, on envoie. shotgun, sans payer de backlinks. Alors, on faisait une D'accord. stratégie plus naturelle, même si, en fait, notre réseau, quand même, s'est développé. Donc, on avait des partenaires qui avaient des sites internet, donc on faisait des backlinks comme ça en mode naturel, tu vois. Mhm. Mais sans aucun achat de backlinks, sans cocon sémantique, sans stratégie de siloing, etc. Euh, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était simplement de la recherche de mots-clés sur nos concurrents. Alors, nos concurrents, à ce moment-là, ils avaient déjà beaucoup de trafic, mais Mhm. ils étaient là depuis, on va dire, une dizaine d'années, donc les contenus n'étaient pas forcément frais, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était simplement des contenus avec l'IA, euh, où on a essayé de faire des tests, où on a ajouté des images, par exemple, pour personnaliser un peu plus de contenu, ou alors des phases où on a juste publié le contenu, c'est-à-dire sans trop de modifications, pour tester, pour voir la réactivité de Google, est-ce qu'on va se faire pénaliser ou pas, tu vois. Et puis, du coup, on a testé donc cet outil-là, ça a bien fonctionné. Et puis après, on a testé d'autres outils qui nous permettaient de gagner encore plus de temps, etc. Et puis, là, aux dernières nouvelles, on s'est pris un strike par Google. Ah, bah Alors, voilà, bah voilà. Bah, je m'attendais à ça. mais c'est tout à fait normal parce que Ouais. on y passait pour chaque contenu 2 minutes, c'était du bulking en IA sur des H1, enfin sur des H1 générés directement, sans aucune modification, sans mettre un peu de brand dedans, Mhm. sans infographie, sans rétention d'expérience utilisateur qui indirectement, ça améliore tout ça. Donc, forcément, on s'est pris une pénalité sur ça. Alors Donc déjà, là, le site, ouais, juste avant que tu continues, c'est hyper intéressant là ce que tu dis parce que là, pour le coup, ton test, en gros, si je résume le test, t'as monté un site, tout le contenu
full IA. Donc, du coup, tu Mm. pompez, vous bombardiez à fond. Vous Mm. avez atteint 7000 visites par mois au bout d'1 an et demi. Et donc, Ouais. du coup, il y avait une courbe justement qui faisait comme ça, j'imagine, et qui, au moment du pénalité, est tombée d'un coup. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, on peut le voir sur un outil comme SEMrush. Hein, on peut le voir. La Ah bah, courbe, elle est bah, assez violente. si tu peux C'est le voir. pendant une mise à jour. Bah, si tu peux. Enfin, là, il y a moyen Ouais, de voir la data ouais, ou bien pas? sûr. Ouais, Vas-y, bien sûr. raconte. Tu vois? Non, mais là, Alors, là, pour le coup, en fait, c'est déjà hyper intéressant et en fait, ça me confirme une pensée que j'ai pas eu le temps de tester, mais ouais, qui confirme ce que je voyais, qui confirmait pardon, une certaine prédiction que j'avais, c'est que bah, si tu crées du contenu full IA, tu vas te faire défoncer à un moment, tu vois. Et ouais, en fait, tout l'idée de ça, c'est que toi, ce qui est cool, c'est que tu as pu tester, tu t'es fait défoncer et c'est cool, tu vois. ouais. Donc, du coup, c'est-à-dire que tu as eu du feedback par rapport à ça. Aujourd'hui, tu es, enfin en tout cas de ton test, tu es en mesure de dire que faire du contenu full IA, aujourd'hui ça fonctionne pas. Alors, en fait, on va dire ça fonctionne, mais si on ne fait pas ce que nous on a fait, tu vois. Hmm. L'IA, ça te donne juste une base, mais il faut passer du temps pour réoptimiser, réajuster, mettre surtout de la brand dedans, tu vois. Et Hmm. aussi, on va dire passer dans une phase plus d'intention de recherche. Nous, on pondait juste simplement le contenu IA juste pour le tester, mais tu avais parfois des intentions de recherche qui étaient pas forcément bien claires, tu vois. Euh, et donc, je recommande quand même l'IA parce que ça permet de gagner du temps, Bien sûr, ah oui, mais of voilà, course. mais toujours avoir un travail humain derrière, un travail manuel pour optimiser, le contenu. Parce que le problème de l'IA et tout ça, c'est que, OK, il va te générer du contenu, tu peux avoir des API, des workflows d'optimisation sémantique, c'est-à-dire qu'ils vont optimiser la sémantique de ton contenu avec, je sais pas, ça peut être des API, Your Text Guru, etc. Donc ça va Hmm. bombarder la sémantique dans les 15 premiers pourcents de ta page. OK, on sait que ça plaît à Google, mais le problème, c'est que, en fait, tu peux avoir de la suroptimisation juste avec ça et t'as pas de vraie intention utilisateur derrière. C'est-à-dire comment tu peux résumer en une phrase ce que l'utilisateur il recherche quand il pose ta question en une Hmm. phrase en gras ou en balise citation, tu vois, Hmm. Hmm. en haut de l'article. Je te donne un exemple. Hein. Mais si tu fais un contenu sur quel est le prix au mètre carré, par exemple, dans une certaine ville, on va pas mettre on s'attend à un chiffre. On s'attend à un chiffre. Voilà. On va pas le mettre tout à la fin du contenu. On va le mettre le plus haut possible dans le contenu et idéalement dans une partie au-dessus de la floating line. Donc au-dessus sans Dès le scroller, début. quoi. Voilà. Non, mais c'est pas intéressant ce que tu dis. En gros, contenu IA, oui, mais il faut contextualiser en fonction donc, de la brand, en fonction du mot-clé que tu utilises. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, brand, mot-clé, passer du temps dessus pour l'optimiser et surtout en fait, le rendre humain pour Ouais. que derrière, en fait, pour pas que ce soit du keyword stuffing, quoi. Si je comprends bien. Exactement. Je peux te montrer la courbe de trafic. Alors, Euh, on va voir dès à présent la courbe de trafic de son site qui s'est cassé la gueule après la pub. ouais. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Alors, hop. Donc là, je suis connecté à GSC, donc c'est bon. Donc, comme vous pouvez voir, donc là, je vais mettre sur les 16 derniers mois. Donc, ouais, on peut même se mettre, on va dire, sur 2021, comme ça on a plus de vision. Donc, ça peut être ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà, 16 derniers mois. Donc là, on peut voir que on a eu des pics parfois de trafic à 400 clics à la journée, parfois, C'est énorme. tu vois, C'est énorme. sur des dimanches. Donc là, 77 000 visiteurs qu'on a générés sur les 16 derniers mois, Ouais. totalement full IA. Il n'y a aucun trucage. Là, c'est vraiment factuel. Voilà. Et vous voyez ici qu'on s'est pris lors de la mise à jour du coup du 6 mars, Ouais. qui a démarré Ouais. le 6 mars. Ouais. Entre le 6 mars et le 20 mars, Et ben c'est hop, marrant parce que c'était la ça a mise à jour. commencé à se... J'ai fait un épisode spécial qui a fait 2000 vues. Et voilà, bah là on y est. Voilà. Et donc,
Et donc voilà, c'est exactement à ce moment-là que, boum, on Ah est passé, tu vois, ouais. on est passé de, voilà, on était à 250 visiteurs par jour Ouais. à, bam, là, actuellement, tu vois, on a 30-40. Ah ouais, c'est violent. Tu vois, mais en fait, ce qui est encore plus violent, c'est au niveau des impressions. Là, au niveau de enfin, au niveau du pic, là, Ouais, attends, regarde, là, t'as un pic au niveau de enfin, autour du 27 février, là. Tu vois, ouais. juste avant, juste avant, regarde. Non, encore avant, pardon. Je Ah crois oui, que, là. voilà, ouais. Là, on est à quoi? 15 000 impressions. Ok, donc 7 janvier, pardon, 15 000 impressions. Et après, là, à la fin, on est à combien? On est passé de 15 000 impressions par jour à 2000. 2900. Ah ouais, c'est archi violent. Messieurs, dames, Ouais. voilà, en direct sur Biscare. Je pense que je l'avais pas encore montré jusqu'à présent, mais voici totalement une courbe de pénalité. Voilà. Donc ça, Donc, typiquement, ce qu'il faut pas faire. Si vous faites du contenu IA, full IA, full IA, full IA, full IA, on n'y retouche mm, pas. Voilà, ce qui risque d'arriver. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je disais en fait que Vincent, c'était mon, c'était mon hater. Mais en fait, il était venu challenger en fait quand je disais ne faites pas du contenu IA quand vous faites du SEO. Bah typiquement, ça c'est le contenu full IA sur lequel Vincent n'est pas revenu ensuite. Bah, forcément, Google sait que c'est pas humain, il sait que c'est pas naturel, il va vous taper dessus un moment ou un autre. Donc même si c'est pas la mise à jour même si ce n'est pas dans l'une des grosses mises à jour qui arrivent, au bout d'un moment, il va vous taper dessus. Maintenant, tu vois, Vincent, tu nous as parlé de points à prendre en compte quand on crée du contenu IA, et ça, on va y venir un peu plus tard. Donc, du coup, maintenant, toi, qui as fort de cette expérience-là, fort des workflows que tu as mis en place, maintenant, comment on peut créer du contenu IA? Comment on peut ouais, créer du contenu IA bien fait pour Google et dont on est sûr qu'il sera pérenne dans le temps et qui pourra nous permettre de gagner un temps fou, quoi. ouais. En fait, moi, en fait, ce que j'ai à dire là, c'est que bon, l'IA, c'est pas magique, c'est-à-dire que ça ne, vous devez quand même faire une phase de recherche de mots-clés, etc., avant qui est indispensable, voilà. Donc, en fait, tout part d'une bonne recherche de mots-clés. Une fois que on a tous ces mots-clés qui sont prêts, Mhm. juste, je tiens à le rappeler, moi, comment je fais pour créer un bon contenu IA, c'est qu'à la Mhm. base, la recherche de mots-clés, je procède comme ça. C'est que j'ai Mhm. toujours, on va dire, une expression principale qui va tourner, enfin, le contenu, il va tourner autour d'une expression Non, principale. attention, hein, je pense que tu peux arrêter ton partage pour qu'on Ah oui, ok, revienne vers ok, toi. parfait, parfait. Ok. Yes. Donc, Ouais. en fait, je commence toujours par rechercher une expression principale autour qui va tourner, enfin, mon contenu va tourner autour de ça. Ensuite, je vais rechercher je vais faire une liste de mots-clés secondaires. Donc là, c'est Mhm. plus des synonymes de mon mot-clé principal. Et ensuite, je vais faire, et là, c'est hyper important pour faire un bon contenu en IA, c'est de faire une liste de mots-clés accessoires. Donc, c'est tout ce qui est People Also Ask, suggestion de Google, Google Suggest, requête connexe qu'on voit tout en bas des SERP, tout ça. Mhm. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets on va dire dans un document Google Doc, un mot-clé principal. Je liste à peu près 2 à 3 synonymes de mon mot-clé principal. Ensuite, 4 à 6 mots-clés accessoires, comme je le disais, Google Suggest, PA, etc. Et ensuite, je vais faire une liste de 15 à 20 mots minimum de sémantique. Donc, le champ lexical autour de mon mot-clé principal, tu vois. Donc ça, Euh, pour le coup, c'est ton travail préparatoire. Donc à savoir, pour voilà. une page, le mot-clé principal, les mots-clés secondaires, les mots-clés autour desquels je brode. Je mets Ouais, ça dans un Google Doc. Ok, donc ça c'est ma base. Ok. exactement. Donc ça, c'est une méthode, un acronyme très simple pour retenir ça. C'est PSAS, donc principal pour le P, S secondaire, A accessoire, S sémantique. Voilà. Mhm. Donc une fois que j'ai divisé mon document en 4 parties, que j'ai toute ma structure là-dessus, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup chercher mon mot-clé principal. Une fois que j'ai tous ces mots-clés là, je vais faire on va dire la structure HN de mon contenu. Voilà. Donc, déterminer quelles sont les structures HN de mes top concurrents sur cette requête-là qui ressortent. Donc là, je vais observer généralement on va dire le top 3. Je vais ressortir la structure HN avec l'extension Chrome Web Developer, Mhm. donc qui permet de ressortir toutes ces structures HN.
Je vais observer quels sont on va dire les footprints, les patterns qui reviennent le plus. Ok, est-ce qu'il y a ce sujet-là qui est abordé, il y a ce sujet-là qui est en commun, etc. Je vais voir un peu ce qui est en commun. Donc ce que Google met en avant parce que ça répond à l'intention de recherche. Mhm. Je vais également voir sur la SERP. Si sur mon mot-clé, c'est plus une page produit qui va sortir, une page commerciale, est-ce que c'est plus un article de blog, etc. Ouais. Si je vois qu'il y a que derrière, quoi. exactement, si je vois qu'il y a que par exemple que des pages d'accueil, je vais un peu éviter. Également, je vais regarder un peu l'autorité des sites devant. Si je vois que même s'il faut pas prendre pour acquis tout ce qui est métrique, trust score, domain score, domain authority, etc. Ça peut quand même donner un ordre d'idée sur l'autorité. Si on voit que devant il y a que des gros concurrents et que moi je suis derrière et je vois que j'ai aucune chance d'y accéder, je vais pas m'aventurer là-dessus. Et bon, ça se fait bien sûr dans la phase de mots-clés avant, bien sûr. Donc, une fois que j'ai récolté un peu les données de mes concurrents en face, je vais créer ma propre structure HN et je vais essayer d'intégrer quelques mots-clés accessoires et secondaires que j'ai créés auparavant. Voilà. Et donc, la structure HN, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps, mais c'est le squelette d'un bon contenu. Bien sûr. Et l'IA va nous permettre de générer ce qu'il y a entre ces sous-titres. Voilà. Dans un article de blog, c'est pas le plus long de générer la structure HN, c'est de rédiger les paragraphes entre eux. Voilà. Donc, donc du coup, ça veut dire que dans ton travail préparatoire, tu crées le squelette, donc humainement, toi en tant qu'être humain. Donc tu fais ce petit travail, enfin tu continues à faire ce petit travail, ce petit travail, pardon, sneaky, d'aller chercher ton contenu principal, ton title, ton H1, tes H2, éventuellement tes H3. Donc du coup, ça te donne un document, je sais pas, de peut-être une page, mais avec ça. Et là, là pour le coup, tu commences à avoir comment dire, un pattern que tu peux déjà donner à manger à une IA pour qu'il puisse te gérer du contenu. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je sais que c'est une structure HN qui va plaire doublement à l'algorithme parce que premièrement, il y aura du coup tous mes mots-clés, on va dire les mots-clés dans lesquels il faut que je vise dedans. Donc, donc ça va avoir un poids dans tout ce qui est entité, sémantique, etc. Et deuxièmement, c'est une structure qui a été testée et approuvée par mes concurrents dans le top 3. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir... voilà. Et donc, je sais que je vais pouvoir créer un contenu qualitatif qui est prêt à ranker dans le top parce que c'est tout simplement, c'est factuel, c'est recherché, c'est de la logique. Voilà. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, enfin, je me permets juste de revenir dessus, tu vois, pour que les personnes qui nous écoutent et qui prennent des notes soient clairs avec ça. Aujourd'hui, toutes ces parties-là, ce sont pas des parties que tu automatises. C'est vraiment les parties sur lesquelles tu dois passer du temps, sur lesquelles tu dois passer ton expertise pour avoir le meilleur squelette possible pour ensuite que l'IA fasse le bon job. Ouais, en fait, pour l'instant, je le fais à la main. Alors, je pourrais l'automatiser, mais je préfère garder la main là-dessus pour pas avoir des titres un peu hasardeux ou parfois alors bien sûr, ça dépend du prompt engineering qu'on met derrière, mais parfois ça peut donner des titres qui sont un peu trop anglophones, tu vois, des titres qui sont pas assez francophones, qui sont pas assez contextualiser sur mon marché. Voilà, c'est ça. Même si je pourrais le faire à la main, utiliser l'IA par exemple et lui dire ok, voilà les structures HN que j'ai ressorties de mes top concurrents. Dis-moi ce qui est en commun dans tout ça. Donne-moi un petit peu les intentions de recherche connexes autour de tout ça. Est-ce que tu peux me ressortir une structure HN? Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour gagner du temps. Mais pour l'instant, je préfère garder ça manuellement, tu vois. Non, mais c'est hyper intéressant. Bah déjà, giga pépite que tu veux nous donner. Pardon. Ouais, après, je n'avais pas annoncé que c'est une pépite. Voilà, du coup, j'annonce la pépite. Donc, si on veut créer du contenu rapide par IA, passer du temps pour trouver le mot-clé principal, le mot-clé secondaire, les mots-clés tertiaires éventuellement. Faites ce distinguo H1, H2, H3 dans un Google Doc. Et là, vous avez votre squelette que l'humain peut faire. Et pour reprendre ce que disait François Dragon dans un épisode précédent sur Biscayne Podcast, tout s'automatise sauf l'expertise.
Et là, pour le coup, pour le coup, enfin, sur le point que tu viens de nous donner, là, on est vraiment en mode expertise à fond, Mm, sur lequel, bah, aujourd'hui, tu recommandes de passer du temps mm. avant de se lancer dans une création IA qui va peut-être marcher un jour, mais qui va se casser la gueule, comme ce que tu nous as montré tout à l'heure. C'est ça, c'est Ok. ça. Et après, bah, il y a plein d'outils IA qui existent sur le marché. Il peut y avoir, comme je disais, il y a Jasper, il y a Marcopy, il Mm. y a Textbooker, il y a tout ça. Mais on va dire, pour mon conseil, c'est pour une personne, on va dire, qui veut utiliser, par exemple, ChatGPT pour générer du contenu. Mhm. Donc là, ce qu'elle peut faire, c'est de faire un prompt, un bon Mhm. prompt pour rédiger. Et donc, là, j'ai la chance du coup d'être en contact avec bah, du coup l'experte en IA de LinkedIn, Cheyenne, qui m'a enseigné, on va dire, une structure de prompt que je vais vous donner maintenant. Donc, en gros, la structure de prompt pour donc en gros, Stop, ouais, Vincent. Là, tu vas lâcher une giga pépite. Donc, avant que tu la lâches, on va attendre 2 secondes. Les gens, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, donnez la force, déjà. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer, Spotify. Abonnez-vous à fond, parce que là, c'est du contenu que Vincent n'a dit nulle part. Vincent, je me trompe, hein. Tu n'as jamais dit ça nulle part. non, ça c'est du contenu, alors sauf dans ma formation SEO ou voilà, mais je donne rarement ce contenu-là. Voilà. Donc, voilà. On va, après 10 secondes, on va rien dire. Voilà. C'est bon, c'est fait, c'est abonné. Ouais, liker. Voilà, c'est bon. Il y a les 5 étoiles. C'est bon, c'est liké. Merci beaucoup. Tu peux aller, Vincent. Ok, parfait. Alors, au niveau donc ça, c'est pas moi qui ai inventé le prompt là, je reprends vraiment parce que j'ai l'accord de Chériane là-dessus. Mais en Chériane, gros, merci beaucoup. Biscard te dit merci. voilà. Donc ça, une image. Donc, faut voir ça comme un burger. Donc, en gros, t'as le pain au-dessus du burger, Mhm. le P de pain comme personnalité, le rôle de ChatGPT. Donc, en gros, là, on va lui indiquer le rôle qu'il va Mhm. avoir, tu vois. Donc, par exemple, tu as un rôle on va dire, de rédacteur web SEO spécialisé dans la thématique etc. Et tu fais partie du top 0,01% sur ce sujet-là. Et là, on rentre le mot-clé principal, par exemple, tu vois. La deuxième étape du burger, c'est l'étape cornichon. Donc, C de cornichon comme contexte, tu vois. Et donc, là, on va clarifier le contexte pour lui donner un petit peu plus d'informations sur notre contenu. Ensuite, une fois qu'on lui a donné des informations sur notre contenu, donc là, le contexte, c'est la structure à chaîne qu'on Mhm. lui a donnée. Ok. Même si, attention, là, je recommande plus quand on fait un article, par exemple, avec ChatGPT, il vaut mieux faire partie par partie plutôt que de lui donner tout à faire d'un coup, tu vois. Euh, Ok. parce que on peut reprendre le prompting au fur et à mesure, réajuster, etc. Au lieu qu'ils nous fournissent tout d'un coup. Tu vois. Alors, quand tu fais partie par partie, c'est qu'une fois que j'ai mis mon contexte et une fois que j'ai commencé en fait à dérouler, je vais peut-être mettre le H1 et un H2. Je fais entrer, puis ensuite je mets l'autre H2 et un H3. Je refais entrer, puis après je refais. Après je remets la fin, c'est ça? En fait, moi, je recommande bah, déjà l'introduction, tu vois. Ouais. Déjà l'introduction. Ensuite, je vais lui dire, bah, en fait, mon premier H2, c'est ça. Mhm. Fais-moi le paragraphe pour ce premier H2. Ensuite, la partie suivante, c'est ce H3-là. Rédige-moi la partie, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, je déroule. Je Ok. déroule au fur et à mesure, plutôt que de lui donner tout le squelette d'un coup et lui dire complète partie par partie, parce qu'il va un petit peu bâcler le truc. Je préfère faire partie par partie où l'IA elle va Mhm. me fournir une bonne réponse à la H2. En fait, je vois vraiment un peu ça comme un contenu unique par sous-partie. C'est-à-dire que Mhm. je vais pas bâcler le truc en me disant, OK, il m'a fourni quelques lignes entre chaque HN, c'est bon, mon article est fait. Non. En fait, je vais vraiment voir ça comme une masterclass à Mhm. chaque HN. Une fois qu'il a traité ma H2 comme je le souhaite et je vois qu'elle est ultra quali, qu'il y a du lourd en termes de valeur dessus, je vais passer à la partie HN suivante, tu vois. Et donc, Ok. voilà, je fonctionne Ok, comme donc du coup, ça. ça veut dire que tu extrais ton article bloc par bloc. C'est-à-dire que tu fais un H2, il te sort ton H2, tu peaufines deux, trois trucs. Une fois que tu l'as validé, tu le prends, tu le mets dans un autre doc, puis après tu le remets l'autre H2, Exactement. etc., etc. Ok. Et exactement. Donc voilà, je fais ça. Dans le prompt, du coup, il y a bien sûr lui donner une tâche
une tâche bien précise donc de lui dire de faire. Là, j'ai dit un peu le prompt à l'oral, mais voilà, si vous rédigez un prompt, il faut bien sûr qu'il y ait la personnalité, qu'il y ait le contexte, qu'il y ait la tâche, donner un objectif également et le format. Bah là, le format c'est très simple, c'est sous forme de texte, etc. Faut pas hésiter également à lui dire de fournir un tableau également, ça Ouais. peut bien fonctionner. Euh, pour tout ça. Et puis également, n'hésitez pas à donner à ChatGPT des exemples. Donc là, vous pouvez par exemple mettre les articles de vos concurrents, bien sûr en lui précisant de ne pas copier-coller, mais de s'inspirer par exemple de, euh, de leur contenu, de la valeur qu'ils apportent dedans. Donc en gros, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre introduction, qu'on a fait toutes nos parties, qu'on a fait la conclusion, là on a généré notre contenu. Maintenant, en fait, on doit passer. Alors, on fait bien sûr la taille du contenu que l'on veut. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, c'est quoi la taille idéale d'un contenu en SEO? Alors, on va dire pour un article, on va essayer de viser 800 mots, même si c'est pas factuel à chaque fois. Ça va dépendre bien sûr de l'intention de recherche. Si l'intention de recherche, elle peut être traitée en 300, 400, 500 mots et que ça suffit largement, alors c'est très bien, on reste comme ça. On veut pas diluer la qualité de notre contenu juste pour plaire à Google. En tout du moins, ça fonctionnait comme ça auparavant, mais selon mes tests, selon mes propres tests sur mes sites et ceux de mes clients, c'est que maintenant l'intention de recherche n'est plus, on va dire, depuis qu'il y a eu vraiment la grosse mise en phase de, comment dire, la grosse mise en avant de l'intention de recherche, on va dire courant 2021. Le contenu intelligence artificielle, le contenu, comment dire, le, le, le nombre de mots n'est plus un facteur prioritaire comme avant. Donc voilà. Moi, je suis en phase, ouais. Je suis en phase. Ok. Il y a des choses que tu peux nous montrer, tu vois, Ouais, bah ouais, justement, j'allais venir à ça. Ah Donc bah, les grosses une fois, questions. ouais, une fois qu'on a rédigé notre contenu, on va passer Ok. dans une phase d'optimisation. Ok. Parce Donc que là, ok. Donc juste pour remettre dans le contexte, là, on a rédigé notre texte en fonction de ce que tu nous as dit. Donc ChatGPT nous a fourni nos textes, subbrut de décoffrage. Maintenant, il va falloir optimiser. exactement. Ok. Sachant que je tiens à préciser, le travail qu'on a fait en amont sur les mots-clés PSAS, donc principal, secondaire, accessoire, etc., la sémantique, on a donné ça à ChatGPT dans le contexte, avec la structure Mhm. HN, en Mhm. lui disant d'intégrer de temps en temps ces mots-clés-là sans bourrage de mots-clés, tout en étant naturel. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à une étape, on va dire, d'optimisation SEO, premièrement, et ensuite une optimisation humain par la suite. Une optimisation SEO, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'optimiser les 15 premiers pourcents de mon contenu, donc surtout l'introduction, au niveau de la sémantique. Parce que du coup, la sémantique a quand même beaucoup plus de poids sur Mhm. les tests que j'ai faits quand elle est mise au début de l'article et surtout quand elle est mise dans des listes à puces. Alors ça, Mhm. c'est l'expérience que j'en ai tirée également chez Wallaxy. C'est que nous, on utilisait l'outil 1.fr et en fait, je blindais de sémantique dans l'introduction. Et il y a un moyen très simple de le faire. C'est par exemple de mettre dans votre introduction cet article vous permettra Mhm. d'atteindre ces résultats de points. Et là, sous forme de liste à puces, vous listez toute la sémantique. Et généralement, la sémantique, ça commence par des verbes. Enfin, ça peut être des mots, tout Mhm. ça, mais des fois, ça commence par des verbes, tout ça. Donc, je vais mettre ma sémantique ici sous forme de liste à puces. Et là, Google il va se dire, ah ouais, là, il blinde vraiment de sémantique sous forme de liste à puces tout en haut. Ça a vraiment du poids. Enfin, selon moi, selon mon expérience, ça Et, fonctionne bien. et d'ailleurs, je vais même aller dans ton sens parce que quand j'ai invité Olivier Andrieux ainsi que Laurent Bourrelli et Elliot Bobier, ils m'ont dit exactement la même chose. Les SEO, c'est cool, mais par contre, concentre-toi sur le. Alors, eux, en fait, ils me disaient les 500 premiers caractères. Pas mots, hein, caractères. Mmh, En fait, mmh, bah oui, bah, ça représente plus ou moins en fait, au 15% que tu dis en fonction de ton feedback que tu as eu chez Wallaxy notamment et dans tes mmh. tests. Donc, oui. Et merci d'ailleurs pour ces petits tips. Dans cet article, vous trouverez ensuite sous forme de Ouais. puce. Voilà. Si vous voulez savoir comment ça se passe, n'hésitez pas à aller dans le blog de Wallaxy. Franchement, d'un point de vue SEO, ils sont comme ça. Et puis, inspirez-vous de ça pour créer vos articles.
C'est ça. Et puis, il y a un vieux conseil que moi j'ai appris justement dans le PDF que j'avais acheté au début en 2016. Il y avait un conseil dedans SEO et je me disais ça me paraissait un petit peu bullshit, un peu bizarre, mais je vais quand même tester. Et c'est un conseil c'est quelque chose que j'ai testé depuis 2016 et que je continue d'appliquer aujourd'hui parce que je vois que ça fonctionne. Enfin, tout du moins, ça me permet d'améliorer quand même la qualité, l'optimisation SEO de mes contenus. C'est que dans mon introduction, je commence le plus tôt possible avec mon mot-clé principal. Plus je commence le plus tôt possible avec mon mot-clé principal, plus ça va avoir du poids sur l'optimisation de mon contenu, je trouve. Voilà. Donc, le plus tôt possible dans l'introduction, je le mets en gras, ce mot-clé-là, et je termine le plus tard possible mon contenu avec mon mot-clé principal, et je le mets en gras également. Et toute la sémantique que je vais mettre entre ces deux footprints, ces deux patterns, en fait, ça va créer une sorte d'enveloppe sémantique où Google, il va comprendre dès le départ dans mon contenu, ok, il parle de ça, le sujet est clair. Il termine mon contenu par, ok, ce sujet-là, il est clair. Et il y a toute la sémantique pour qu'ils comprennent l'univers sémantique de mon mot-clé principal. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, je le partage quand même. C'est comme si tu étais dans une transhumance, dans une montagne avec des moutons et des chiens de berger. En fait, un chien devant, un chien derrière. Ils font comme ça, en fait. Tu vois, enfin, le temps de cadrer le mouton. Après, voilà, derrière, en fait, avec celui qui est devant, celui qui est derrière, les moutons sont cadrés et après, comme ça, ils avancent. Exactement. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais voilà, ouais. je voulais le partager. Très bonne métaphore. Très bonne métaphore. Et ça, tu vois. Ouais, ça, tu vois, c'est un conseil que je donnais déjà dans le podcast de Paul Vengeon qui m'avait invité il y a 3 ans déjà. C'est un conseil que j'avais donné dedans, que j'appliquais du coup parce que j'étais chez Wallaxy à cette époque-là, et que j'applique toujours pour les sites de mes clients aujourd'hui, tu vois. Non, c'est hyper intéressant, ouais. Hyper intéressant. Ok. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment optimiser la sémantique de mon contenu. Alors, il y a plusieurs excellents outils pour ça. 1.fr, excellent outil. Your Text Guru, même si selon moi, j'utiliserai pas Your Text Guru directement pour optimiser, mais c'est une phase de micro-optimisation selon moi, Your Text Guru. Donc en gros, le plus important dans tout ça, c'est que ces outils-là, ils vont vous faciliter la tâche, mais le plus important, c'est juste les termes. Les termes, on va dire moi j'aime bien prendre entre 15 et 20 mots de sémantique en rapport avec mon mot-clé principal que je vais mettre le plus tôt possible dans mon introduction, comme je disais. Et pour ça, en fait, j'ai un prompt ChatGPT qui permet de faire le travail à votre place. Donc, second pépite à venir. Je sais pas comment je peux partager le prompt. Partage ton écran, je pense que ce sera déjà pas mal. Ouais. Et puis après, au pire du pire, file-le-moi après, puis après, peut-être que si les gens sont sympas, je pourrais le partager. Voilà. Donc là, c'est un prompt. J'en ai partagé dans un post LinkedIn. Donc hop, je vais partager ça tout de suite. Hop, c'est parti. Donc là, vous voyez mon écran. Donc en gros, je lui dis. Donc là, du coup, voilà, comme je disais, je recherche mon mot-clé principal, les mots-clés synonymes, etc., etc. Et là, en fait, je vais dire à ChatGPT. Je recherche des mots issus du champ lexical pour mon mot-clé principal. Donc là, vous collez votre mot-clé principal. Ensuite, là, la phase de rôle, personnalisation, tu vas jouer le rôle d'un expert en rédaction web. Je voudrais intégrer ces mots dans mon article afin d'optimiser le SEO de mon article de blog. Ta tâche est de me donner 3 synonymes pour. Donc là, je lui ai vraiment fait donner tout le travail à faire, quoi. Et 20 mots-clés du champ lexical autour du mot-clé principal. Organise tout ça dans un tableau en 3 colonnes. La première pour le mot-clé principal, la deuxième pour le synonyme et la troisième pour le champ lexical. Ouais. Et ensuite, ouais. Je crois que c'est moi qui sonne. Attends. Alors, en direct live, je suis en train de sonner. Alors, je cherche comment éteindre ça. Alors, si jamais vous écoutez ça pendant mon podcast, voilà, n'hésitez pas à me dire Bicart a sonné en commentaire.
Parce que moi, je ne coupe pas mes podcasts. Donc, vas-y. Yes, c'est authentique. Ah, bah Euh, oui. alors, une fois que je lui ai donné ce prompt-là, je vais lui dire, je vais utiliser ce prompt-là, donc rédige une introduction de 150 à 250 mots pour mon article de blog. Le titre de l'article est, j'aimerais que tu intègres le maximum de ces 20 mots qu'il, lui, il a trouvé dans l'introduction. Hmm. Donc, en gros, lui, il m'a ressorti une colonne, enfin une triple colonne. Du coup, mots-clés principales, par exemple, maison, bord de mer, Bretagne, synonyme, villa côtière bretonne, etc. Et là, il m'a sorti tout le champ sémantique, tout le Hmm. champ lexical, pardon. Et donc, en fait, à ce moment-là, je lui redonne un prompt pour lui dire, reprends tous les mots-clés du champ lexical. Voici, là, tu peux copier-coller ton introduction actuelle et de Ok. lui dire, intègre un maximum de ces mots-là Waouh. dans le contenu. Waouh, 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 waouh. En fait, là, avec ce que tu viens de nous donner là, bah, d'ailleurs, merci pour cette giga pépite. Avec ce que tu viens de nous donner là, en fait, tu confirmes ce que Google disait dans ses communications, c'est que l'IA ne doit pas remplacer le travail qu'on fait, mais en fait, ça doit juste être un support, un soutien dans ce que tu fais pour continuer en fait à créer du contenu de qualité. En fait, là, tu viens de nous le démontrer. C'est ça. C'est ça. Ça permet de gagner du temps, d'avoir des nouvelles idées. Après, je tiens à dire une chose, cette technique-là, elle est pas, c'est pas la plus efficace parce que des outils comme 1.fr, Your Text Guru, ils vont vous Mhm. ressortir les termes, la sémantique parce qu'ils vont scraper je sais pas, le top 10 ou le top 3 sur un mot-clé, etc. Alors que ici, il va vraiment vous ressortir le champ lexical au niveau plus littéraire. Voilà, là-dessus. Mhm. Donc, Mhm. il va peut-être y avoir un peu moins de poids, mais vous allez quand même avoir une richesse sémantique, lexicale, quand même supérieure à si vous ne faites pas cet exercice-là. Donc, Mhm. donc c'est un très bon outil. Enfin, c'est une bonne technique pour surtout optimiser votre introduction. Parce que, comme du coup, je le Mhm. répète, mais c'est les 15 Ouais, premiers pourcents de votre ouais, page ouais. qui donneront le plus de puissance. Ok, donc en fait, toi, tu te dis, enfin, tu passes quand même pas mal de temps à optimiser ces 15 premiers pourcents. Et j'imagine que derrière, une fois que tu as fait ça, tu fais la même chose après tout au long de ton texte ou bien c'est pas la peine? Euh, non, en fait, on va dire sur le reste du texte, je vais intégrer de temps en temps mes mots-clés Mhm. accessoires, mes people so ask. Parfois, les people so ask, les mecs mettent les people so ask en FAQ. Ça Mhm. fonctionne extrêmement bien. Donc, je vais Ouais. réutiliser ça pour faire des FAQ, etc. Mais je vais pas blinder de sémantique. Voilà. Non, Surtout les mais 15 premiers hein. pourcents et le reste du temps, voilà, je vais pas bombarder là-dessus. Je suis complètement d'accord avec Olivier Andrieux qui disait que en fait il vaut mieux mettre ton contenu beaucoup plus personnel, ton point de vue personnel. Par exemple, si tu as un point de vue personnel sur un contenu, vaut mieux le Mhm. mettre à la fin. Vaut mieux le mettre à la fin parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent au début et qui mettent de l'informationnel pur Ouais. après. Mais le problème c'est que on va dire c'est un peu moi je vois ça un peu comme une carte Hotjar, une carte un peu de chaleur où tu as Mhm. tout en haut le contenu le plus chaud niveau SEO, le plus on va dire le plus crawlé, le plus visité par Google, le plus pris en compte vers les profondeurs, bleues, tu vois, au niveau de la colorimétrie, de la puissance SEO. Voilà. Ouais, Donc, parce qu'en fait, au final, on s'en fout de notre avis, hein. c'est Si. ça. Pour, Non, c'est pour, pour, c'est hyper ouais, puissant, ouais. Non, non, vas-y, vas-y, pour, vas-y. pour vous donner une étude de cas, un peu tout ça, pour vous prouver que ça fonctionne, moi j'accompagne un client en ce moment dans le domaine des échecs. Et Mhm. là, en gros, on est premier sur apprendre les échecs, simplement avec un contenu qu'on a du coup créé, avec exactement la stratégie que je vous ai donnée là. Donc, le mot-clé, donc jouer aux échecs, voilà, même Mhm. si on ressort sur apprendre les échecs sur ça, on le met le plus tôt possible en gras ici. Mhm. On va réutiliser des mots-clés synonymes et accessoires le maximum possible dans ma structure HN. Et puis, donc voilà, le contenu, il est qualitatif, il est propre. Et puis, du coup, je vais terminer le plus tard possible avec mon mot-clé principal en gras. Bien sûr, bien sûr, la structure HN est propre. Mhm. Voilà, elle est bien sûr propre, donc
faut quand même vérifier ça avant. Mais comme vous voyez, dans les questions fréquentes, nous, on a remis des PA, des People Also Ask. Bien sûr. Ok. Non, c'est Et, hyper smart. et donc voilà, le site, ce site-là, où il attire 1500, 2000 visiteurs par jour en SEO. Ok. Et on applique exactement ces stratégies-là, quoi. Et du coup, là, tout ce que je viens de nous dire, ça te prend combien... Enfin, créer un article, aujourd'hui, ça te prend combien de temps? On va dire avec même si j'ai on va dire on va dire des habitudes qui me permettent de Mhm. gagner du temps, on va dire que ça va me prendre 15, 20 minutes quoi, pour avoir quelque chose de A à Z qui est fait et qui est publié, qui est qualitatif surtout. Hmm. 15 minutes pour créer un article. Putain, c'est magnifique, ça. Ok. Après, je tiens juste à dire une chose, c'est que quand je vais générer le contenu en IA, bien sûr, c'est une IA qui me fait le travail. Si j'ai des sujets ultra techniques dans lequel, par exemple, je prends l'exemple ici des échecs, mais ça me demande quand même d'avoir des visuels pour mieux comprendre. Il faut créer les visuels, etc. Il faut tout expliquer étape par étape. Ça peut prendre un peu plus de temps. Mais on va dire que sur des contenus purement, on va dire, informationnels qui rentrent pas trop dans les détails, Hmm. ça me prend à peu près ce temps-là, quoi. Putain, bien joué. Ouah, désolé, j'ai juré. Mais waouh, non, non, je suis impressionné. Je suis impressionné, je suis impressionné. Juste en fait, moi j'ai une question. Tu vois, enfin peut-être que tu pourras nous aider avec ça. Euh, un des grands un des grands pain points chez un SEO, c'est de connaître en fait les volumes de recherche associés à un mot-clé quand ils font une liste de mots-clés, qu'elle soit principale ou secondaire, voire même tertiaire. Aujourd'hui, tu vois, dans les prompts que tu as utilisés, est-ce qu'il y a possibilité de l'enrichir pour y intégrer des volumes de recherche? Et si oui, comment on fait? Alors, alors, il y a on va dire des plugins qui sont sortis sur ChatGPT pour plugger, on va Ouais, dire, il y a des outils SEO tierces qui se sont plugués à tout ça. Malheureusement, je pourrais pas, on va dire, répondre vraiment à cette question parce que c'est pas ma méthodologie. Je recherche ok. vraiment les mots-clés sur les outils comme SEO Ranking, SEMrush, Oui, bien sûr. etc. Non, ouais. Hmm. Mais voilà, moi je suis plus en méthode traditionnelle pour la recherche de mots-clés plutôt que par ChatGPT, quoi. Non, mais En fait, moi ouais, aussi c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande. Mais voilà, enfin là, pour le coup, c'est. Enfin, ouais. comme je sais que c'est un sujet qui revient assez régulièrement au niveau de mes élèves Mm. et au niveau des personnes de la communauté qui me posent la question, je me dis, bon, bah, du coup, comme tu nous as montré des choses magiques, peut-être qu'on peut pousser la magie un petit peu plus loin. Mais bon, là, pour le coup, en t'écoutant, on reste en traditionnel là-dessus. Voilà. Après, j'aimerais aborder un point. Ouais. C'est très bien d'avoir du trafic, Mhm. mais le plus important, c'est de le convertir. Voilà. Oh. Et c'est le plus important, bien sûr, c'est d'avoir des clients comme ça. Oh. Je vais vous donner une étude de cas d'un autre client que j'accompagne également. Vous avez peut-être vu le buzz qu'il y a eu sur LinkedIn il y a une année à peu près, un plombier qui a fait Ouais. un énorme buzz sur Ouais. LinkedIn, donc Romain Gobert, Mhm. qui a buzzé complètement sur LinkedIn. Donc lui, il me fait confiance du coup pour son SEO. Donc Ah, ok. je vais vous donner du coup un cas concret qu'on a fait sur son site. Donc on a démarré le SEO il y a 2 mois. Il y a 2 mois de ça. Mhm. Il y a 2 mois de ça. Donc là on est en juin. Donc on a démarré début avril, mi-avril. Mhm. Donc voilà 2 mois. Et donc son objectif à lui, c'est qu'il a du coup pour on va dire même à la création du site, il a été pensé pour la conversion évidemment avec le WhatsApp comme vous voyez, la preuve sociale, les avis Mhm. Trust Index, etc. Bon ça rien de nouveau, mais ça permet d'améliorer la conversion. Donc on crée quelque chose, on va dire un site le plus optimisé pour la conversion possible. Mais ensuite pour la phase de recherche de mots clés pour ce client-là, nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit, OK, t'as combien de prestations? C'est quoi tes services? C'est quoi tes produits? Qu'est-ce que tu vends? Mhm. Voilà, dessus. Mhm. Donc lui, il m'a dit, ouais, c'est une thématique, enfin, j'ai une triple thématique. Premièrement, c'est la plomberie. Deuxièmement, la climatisation. Et troisièmement, le chauffage. Donc lui, Mhm. ce qu'il voulait, c'est être premier, bien sûr, sur Plombier Montpellier. C'est on va dire la grosse requête
principal, 4400 de volume mensuel, grosse concurrence, tu vois. Mhm. Et donc, on s'est dit, ça c'est les gros, on va dire la requête qu'on veut vraiment viser. Mais pour être expert de cette page-là, on va devoir viser les villes aux alentours de cette page-là. Et même, on allait même encore plus loin, on a visé tous les quartiers de la ville de Montpellier pour faire comprendre à Google qu'on est expert dans la ville, quoi, tu vois. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par rechercher des mots-clés à intention commerciale pour que ça lui rapporte des clients le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 150 pages déjà en moins de 2 mois. Du coup, on a ciblé toutes les villes dans le domaine de la plomberie autour de sa zone d'action. On a fait pareil pour la climatisation, on a fait pareil pour le chauffage. Et ensuite, on a attaqué tous les quartiers de Montpellier pour faire comprendre au niveau sémantique qu'il y a un poids. Donc là, c'est vraiment purement le principe du cocon sémantique. C'est extrêmement fort ce que tu nous dis là, d'autant plus que il y a énormément le plombier du coin, le boulanger du coin, le dentiste tous les commerces de proximité doivent s'inspirer de ça. Donc là, pour le coup, c'est pépite sur pépite que tu veux nous donner. Voilà, Vincent, voilà, je voulais juste remettre l'église au centre du village, dire en fait qu'il y a des gens qui font payer ça cher, et là, Vincent nous le donne. Donc vas-y, Vincent, je continue. Ouais. Et tu vois, là, on pourrait se dire, ok, ouais, plombier, Montpellier, par exemple, Beaux-Arts, quartier Beaux-Arts, on va dire imaginons qu'il y a 0 de volume de recherche dessus, il y a beaucoup de personnes qui ne traiteraient pas de ces intentions de recherche-là parce que il y a 0 de volume de recherche. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces pages-là, on n'est pas là pour attirer vraiment du trafic dessus, on est là pour faire comprendre à Google qu'on traite d'une intention ultra précise et que si on est un expert, si on traite de tous les quartiers, Google, il va faire le lien avec la ville et donc sur notre requête principale à 4400 de volume, on va remonter parce qu'on a traité de toutes les intentions de recherche dessus. Un autre exemple, si vous avez une page locale sur, je donne un exemple, mais par exemple, programme immobilier Bastia, par exemple, en fait, vous pouvez faire des contenus sur pourquoi choisir un programme, par exemple, si vous faites un contenu sur appartement neuf Bastia, vous pouvez faire des contenus pourquoi choisir un appartement neuf à Bastia ou quel quartier choisir, quel est le prix du mètre carré à Bastia, etc. Même s'il n'y a pas de volume de recherche dessus, ce sont des questions qui vont être intéressantes pour linker vers notre contenu mère. Voilà. Et donc, même si voilà, le but c'est pas d'avoir du trafic sur ces requêtes-là, c'est surtout ça peut être utile dans une phase de recherche sur le site. Ça peut être utile quand une personne se balade sur le site, ça peut être très bien. Ça peut être très bien également quand on a du support client et qu'on veut balancer des contenus ultra informationnels, ben on met ces contenus-là. Donc voilà ce qu'on a fait un peu. Et pour donner un petit peu les résultats de tout ça, c'est que sur certaines requêtes où on commence des requêtes commerciales où on a, on va dire, du 40, 50 de volume sur certaines villes, on est déjà en top 3, tu vois. On est déjà en top 3 en 2 mois, ouais, depuis le lancement du site. Donc, par exemple, Plombier, Carnon, c'est une ville à côté de Montpellier, 40 de volume dessus. On est déjà en top 3, on est juste derrière Page Jaune et travaux.com, tu vois. Mais on a dépassé tous les concurrents. Et je sais qu'à l'avenir, on va dépasser, on va dépasser la plupart je pense tous les concurrents dans la thématique de la plomberie à Montpellier parce que le niveau est quand même faible par rapport à la stratégie qu'on fait. Donc, je sais que c'est une stratégie qui fonctionne. Et une fois que j'ai traité de toutes les intentions commerciales, là, je vais commencer à traiter les requêtes informationnelles sous forme d'articles de blog, justement. Toutes ces contenus-là, c'est pas des articles, c'est des pages, des landing pages. Donc, je vais vous montrer, par exemple, cette page-là. Donc, Plombier Montpellier Antigone, c'est un quartier. On a fait le site, on l'a structuré vraiment sous forme de landing avec des éléments SEO ici, sous forme de puce ici et on va dire le terme
en récurrence qui ressort ici dans la H1, la H2, les 15 premiers pourcents, etc. Voilà. Donc, sachant que ça, c'est en gros, en fait, c'est un template de page que tu dupliques et tu reprends Et- juste en fait les infos dont tu as besoin et tu les places Exactement. de manière aléatoire sur les zones chaudes SEO, quoi. Exactement. Ok. Je vais casser un mythe maintenant. Peut-être que tu vas pas être d'accord, je ne sais pas. Mais il y a, Ah, la bagarre! mais Vas-y, vas-y. il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, quand vous faites de la duplication de pages commerciales, vous devez modifier au minimum 50% du contenu pour pas être striké par Google. Moi, de mon expérience, Mhm. ici, sur toutes les pages qu'on a fait, on en a créé plus de 100, 150, on a simplement modifié les récurrences, les termes. On a simplement modifié les termes ici, mais la structure, le texte en lui-même, à part les mots ici qui ont été modifiés, les mots restent, enfin, le texte reste le même, la structure reste la même, et pourtant ça rank. Tu vois. En fait, tu as fait un texte à trous, quoi. Exactement, c'est un texte à trous. Ok, ok, ça marche. Ok, non mais hyper intéressant. Et là, en fait, t'as créé combien de pages par... enfin, je vais reposer ma question. Donc là, en fait, t'as ciblé tous les quartiers autour, donc tous les quartiers de toutes les villes autour. Ouais. Tu t'en fichais, en fait, de si ça faisait de la requête ou non. L'important, c'était de prendre la place, on va dire. T'as créé combien de pages, du coup, autour de Montpellier? J'ai dû en créer. Alors, du coup, vu que c'est divisé en trois secteurs, en Ouais. tout, on a 150 pages, mais on doit avoir 50 pages autour de un sujet, par exemple la plomberie. Ok. Donc plomberie, plomberie plus ville, 50 pages. Chauffage plus Ouais, ville, 50 pages, etc. ouais, Ok. ouais. Après, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire moins. J'ai simplement demandé aux clients quelles sont tes zones d'action dans lesquelles, Bien les sûr. villes dans lesquelles tu agis évidemment. Si vous avez par exemple un service, on va dire, vous servez digitalement, donc vous n'avez pas besoin d'agir, de vous déplacer, etc. Vous pouvez faire la Hmm. même chose, mais vous pouvez cibler toutes les villes de France. Voilà. Ah, Le travail est infini. Là, il y a eu un gros travail de duplication, c'est tout. Et là aujourd'hui, tu commences à ranker petit à petit sur Plombier Montpellier, du coup, ou pas Alors, du encore? coup, sur la requête à 4400 de volume, on est 18e hier. Ok. C'est bien. Ouais, Pour un début, c'est bien. Putain, ouais. c'est. Ouais, bah. De bonne expérience, je pense que vous serez allez, dans le top 10 d'ici peut-être 3 mois. Et si tu continues comme ça, ouais, peut-être dans le top 5 d'ici, allez. Dans un an, t'es dans le top 5, je pense. Voire même avant. Moi, je pense que c'est un peu plus tôt, même Ok. si c'est, voilà, franchement, après, bon, là, c'est pas, je suis pas sur un data center ou une navigation privée, mais généralement, les concurrents qui sont devant, tout Hmm. devant, vraiment, leur stratégie SEO, elle est éclatée, vraiment. Ok. Donc, Bah, avec une stratégie comme on fait là, sachant qu'il n'y a pas beaucoup le site est tout neuf, hein, il a quasiment aucun backlink pour l'instant. bah surtout, ouais, t'as pas de backlink, comment dire, t'as pas d'historique, t'as rien. Bah, en fait, c'est en ça que je te dis que c'est déjà très bien ce que t'as fait. Ouais, Donc, franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Enfin, là, pour le coup, t'as piqué ma curiosité de temps en temps dans ma veille. J'irai voir comment progresse notre fameux plombier le plus célèbre de France. exactement. Donc voilà un petit peu la stratégie là-dessus. Waouh. Je vais partager une dernière pépite Ouais. que j'ai appris chez Wallaxy. Et en fait, bon, je vais pas donner des chiffres, tout ça sur le chiffre d'affaires, tout ça, mais clairement, c'est quelque chose qui a complètement propulsé le chiffre d'affaires. Euh, En fait, c'est des actions que vous pouvez mettre en place sur votre SEO actuel et Hmm. qui peuvent avoir un impact de fou. Donc nous, ce qu'on a fait quand on était chez Wallaxy, c'est qu'on a divisé notre étude. Tu peux couper ton Ah partage oui, pour exact, ouais, ouais, ne ouais. partage plus. Hop, voilà. Donc en fait, nous, on a divisé notre recherche de mots-clés en trois parties. Hmm. On avait, alors, qui est complètement, on va dire, qui est complètement différent. C'est-à-dire que euh, euh, il y a on va dire, il y a deux grandes stratégies, on va dire SEO content. Tu as la Hmm. stratégie cocon sémantique et la stratégie shotgun, Hmm. comme on la connaît, et donc Wallaxy a appliqué ça. La stratégie cocon sémantique, on va plus commencer par les requêtes commerciales et ensuite de l'informationnel, comme vous avez vu l'exemple avec le plombier de LinkedIn, par exemple. Hmm. Hmm. Et la stratégie shotgun, ça va être une stratégie. Moi, je fonctionne différemment dans la recherche de mots-clés. Je vais diviser ça en fait en trois parties.
La première partie, ça va être des mots-clés qu'on appelle héros. Donc ça va être mes gros volumes de recherche, des volumes à plus de 1000, 2000, 3000, etc. Donc en l'occurrence, chez Wallaxy, c'était par exemple les mots-clés prospection, tu vois. Juste Donc, sur prospection. Donc, du coup, des mots-clés vraiment top tail, quoi. Ouais, des mots-clés ultra génériques, mais qui permettent d'aller chercher énormément de trafic, voilà, si on était dessus. Donc, on va chercher des mots-clés héros qu'on va mettre du coup dans notre tableau. Et le deuxième type de mots-clés qu'on va chercher, c'est des mots-clés how-to. Donc, souvent, c'est des contenus, des questions qui commencent par comment, quels sont, pourquoi, etc. Donc ça, on va utiliser des outils comme Answer the Public, comme les outils et également directement intégrés, par exemple, à Ubersuggest ou SEMrush, etc. pour rechercher tous les mots-clés autour de questions. Voilà. Et le troisième type de mots-clés qu'on va faire, et là, il y a beaucoup de sites qui oublient ça, ce type de mots-clés, c'est des mots-clés autour de vos services, autour de vos produits. Un exemple, on avait le produit Prospecting. On avait par exemple des demandes, et ça très souvent, on les a, ces idées d'articles-là, on les a au niveau du support. C'est souvent des questions sur, par exemple, comment créer une séquence workflow, par exemple, avec prospecting. Donc, tu as le mot-clé séquence, workflow, prospecting qui va nous intéresser, etc. Donc, en fait, le troisième type de mots-clés, c'est des mots-clés autour de votre produit, autour de votre service. Et l'objectif, c'est que dans les mots-clés héros, donc là où il va falloir envoyer du lourd niveau contenu pour pouvoir rivaliser, bien sûr tout en utilisant les techniques, les stratégies qu'on avait vues là aujourd'hui. En fait, l'objectif, c'est de faire le meilleur contenu possible sur le contenu héros. Et en fait, à la fin de ce grand, si je fais un grand guide, par exemple, sur la prospection, je vais en fait lister tous mes how-to autour de la prospection. Et donc, mes questions, par exemple, comment, quels sont, etc. Donc, je vais faire du linking interne vers ces contenus how-to. Comme ça, moi, j'ai un parcours utilisateur qui est cohérent, c'est-à-dire une personne, elle arrive par prospection, elle a aucune idée on va dire les mots-clés les plus broad, on va dire le trafic le plus broad que vous pouvez obtenir, c'est souvent le trafic le moins éduqué sur votre solution. Donc, je prends une personne qui est totalement inconnue de mon service, qui a très peu d'éducation sur ma thématique, je vais l'amener dans mon contenu, elle va lire jusqu'à la fin, elle va arriver sur ma liste de how-to, elle va cliquer dessus par un maillage interne très simple et donc un parcours utilisateur cohérent. Elle va arriver du coup sur ma page numéro 2 de mon contenu how-to, elle va lire mon contenu how-to et dans mon contenu how-to, il faut faire le lien vers un contenu product, tu vois. Et donc, en gros, on crée une sorte de cascade de parcours utilisateur d'une personne qui ne connaît pas du tout la marque, qui arrive sur mon contenu how-to, et dans le contenu how-to, elle arrive sur mon product. Parce que du coup, le product permet de répondre plus précisément dans le how-to. Et donc, on a une personne qu'on emmène de A vers la conversion de mon produit. C'est hyper smart. En fait, tu crées un funnel peu importe la personne d'où elle arrive, tu réponds à sa question. Après, à la fin, tu lui dis, ouais, vu que tu as vu ça, ça peut t'intéresser. Tu l'amènes encore. Puis après, tu dis, comme ça t'intéresse aussi. Tiens, achète mon truc. Exactement. Exactement. Et du coup, dans la partie product, on va beaucoup plus parler de conversion du coup, parce que en fait, à la base de ça, c'est pas juste du SEO, parce que le SEO, c'est pas que c'est simple, mais c'est juste une manière d'attirer du trafic, mais il faut vraiment comprendre à la base la psychologie humaine, un utilisateur, un parcours client, comment ça fonctionne. À la base, il doit juste être dans une phase d'awareness, donc connaître votre marque. Ensuite, d'évaluer votre solution, et c'est là qu'il va comparer votre solution à une autre, et ensuite il va être dans une phase de décision. Donc en gros, nous on emmène une personne de l'awareness quand elle arrive sur une requête how-to, sur une requête héros, on va l'amener vers une requête how-to pour lui faire prendre un peu plus conscience, lui faire plus conscience de son problème.
Et ensuite, on va la rediriger vers notre product, donc dans une phase de considération de notre produit. Et la phase de considération vers décision, elle va se faire dans le lead magnet que vous avez proposé dans la phase product. Et donc là, c'est très souvent, ça peut être du free trial si vous avez un SaaS, ça peut être un lead magnet, une checklist, etc. Peu importe. Ouais, on voit quelque chose pour récupérer le contact. C'est ça. Waouh. Vincent, honnêtement, je vais être très transparent avec toi. T'as bien fait d'avoir fait le hater sur mon post. Ah ouais. Je regarde. En fait, c'est toi qui aujourd'hui m'a appris mot-clé au début, mot-clé à la fin. Voilà, là on arrive à la fin. J'ai commencé par hater, je vais terminer par hater. Non, t'as très bien fait ça parce que ça me permet déjà de te connaître et tout, d'entrer en contact avec toi et surtout tu as la philosophie de Bizcare Podcast. Honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs podcasts que j'ai enregistré. Tu vois, Ok, pour c'est pas faire sympa. reproche aux autres, mais honnêtement, il y a du concret, il y a des exemples, du résultat. On n'est pas en mode bullshit, tu vois. Voilà. Ce que tu dis, tu l'as fait. Ce que tu dis, tu l'as testé. Il y a des résultats à la clé. Tu donnes ça. Franchement, Vincent, honnêtement, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes content de Vincent, dites-le en commentaire. Voilà. Donc, envoyez de la force. Déjà d'une, envoyez-moi de la force parce que depuis que je vous régale, quand même, voilà. Likez, C'est pas normal que je sois. abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. C'est pas normal que je sois toujours dans le top 3 podcast SEO France. Je vais être le numéro 1 maintenant. Thomas Meyer, je t'aime bien, mais bon, voilà. C'est le bonne guerre. Voilà, donc abonnez-vous et surtout, allez donner de la force à Vincent sur LinkedIn parce que là, franchement, il vient de nous donner une masterclass sur le SEO LIA. Donc Vincent, arigato gozaimasu. Avec grand plaisir. C'était un plaisir vraiment pour tout ça. Voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes parler du SEO, etc. On se dit est-ce que c'est bullshit ou pas sur LinkedIn et tout. Mais il faut aussi regarder les expériences qu'une personne fait, le background et surtout au-delà on va dire du SEO, juste de la satisfaction client qu'on peut apporter à ses clients ou voilà, il faut aussi regarder les performances, les résultats sur les clients. Je fais une petite parenthèse, Ouais. mais je vois par exemple on va dire des débutants ou même des sites qui se focalisent trop sur juste générer du trafic, mais ils se focalisent pas sur la conversion. Il y a par exemple des sites qui me contactent et qui me disent ouais, on descend en trafic, c'est pas normal. Mais en fait, je leur dis ok, quelles sont les pages qui vous rapportent le plus de leads actuellement? On va les analyser étape par étape. Et en fait, nous, on s'est aperçu parfois qu'il y avait des pages qui généraient beaucoup de leads qui, elles, étaient en croissance. Mais en fait, le trafic global en décroissance, c'était juste on va dire des grosses requêtes qui apportaient pas forcément de leads, mais qui apportaient beaucoup de trafic qui était descendu. Donc, au final, trafic, c'est pas juste vente. Donc, quand vous faites du SEO, etc., focalisez-vous d'abord sur la conversion, sur votre tunnel de vente derrière, et ensuite vous pluguez du SEO par la suite et comprenez surtout la mécanique, la psychologie humaine derrière tout ça. Je pense que là, tu peux faire un mic drop. Hop. Boum. Waouh, Vincent, honnêtement, merci. Honnêtement, merci pour toutes ces pépitas. Franchement, je sais même pas par quoi commencer pour ça. Mais en fait, tu nous as montré concrètement comment on peut faire du SEO avec l'IA, tu vois. Et là, pour le coup, l'exemple et ta manière de faire est hyper smart. D'ailleurs, moi-même, je vais m'en inspirer. Comme quoi, quand je dis qu'il faut apprendre aussi des petits jeunes, il faut le faire. donc, merci Vincent, c'est vraiment cool. Merci pour les debunks également. Donc, le contenu IA, enfin, le contenu SEO généré par l'IA, oui, mais à certaines conditions. Et pas aux conditions que Vincent nous disait au tout début quand il montrait sa courbe qui se cassait la gueule. Voilà. Et surtout, et là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment the grosse pépite de cet épisode. Faire du SEO, c'est cool. Faire du trafic, c'est cool. Mais par contre, si tu fais pas de business, ça sert à rien. Exactement. Ouais. Vincent, merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Le meilleur possible. Là, je fais de plus en plus de masterclass, tout ça, pour aussi évangéliser, pour montrer aussi on va dire plus aux débutants intermédiaires. Je m'adresse plus aux débutants intermédiaires plutôt qu'aux experts, même sur LinkedIn, hein, c'est le même cas. Comment du coup apprendre le SEO sur tout ça.
Euh, et puis, du coup, cartonner voilà, sur les années à venir et pas seulement faire juste un short-term business SEO sur les mois à venir. Non, c'est plus, ça prend du temps, tout ça, mais le but, c'est de créer un vrai projet derrière. Et le but, même si j'apporte, tu vois, ma pierre à l'édifice, à un moment donné, si je peux inspirer ou que je peux donner quelques conseils qui peuvent changer une carrière ou un projet, ou voilà, c'est l'objectif, tu vois. Bah, tu sais, déjà d'une, sache que tu es sur la bonne voie parce que les bonnes choses prennent du temps. Mm. Donc, toutes les personnes qui vous disent en 3 mois, explose ton business, change ta vie et tout, c'est faux. Moi-même, en fait, dans SEO Pareto, quand je dis qu'en 3 mois, tu vas devenir consultant SEO, en 3 mois, je vais t'apprendre à être consultant SEO. Mais par contre, si tu veux perdurer dans le temps, il va falloir que tu fasses encore et encore et encore. Et il faut du temps Mm. pour que les fondations soient solides. Ça c'est mon premier point. Le second point, bah, écoute, moi, je serais vraiment content. Tu vois, moi, je serais vraiment content d'avoir dans le game de l'accompagnement, des personnes comme toi qui je sais qui seront complètement complémentaires par rapport à ce qu'on fait. Et surtout, moi ce que je kiffe, c'est que t'es passionné, tu pousses les choses, tu veux en savoir plus, et tu fais partie de ceux qui élèvent en fait, qui tirent le niveau vers le haut. Donc, Mm. Vincent, écoute, je te souhaite vraiment de continuer dans cette voie-là. Ne te perds pas en route, attention. Bien sûr. Très beaucoup de se Merci. perdre en route, Ouais. Ouais, tu ouais. vois. Continue dans cette voie, continue à mettre le client et ce que tu fais, et la passion au centre. Et ouais, je pense que dans 10 ans, on entendra encore parler de toi fort. Ok. Merci beaucoup, Bilker, pour Ah, tous ces mots. je t'en prie. Vincent, franchement, merci. On te retrouve sur LinkedIn, j'imagine. Yes, sur LinkedIn ou sur mon site internet, vincentego.com, ou également sur LinkedIn. Voilà. Donc, vous pouvez Ok, me contacter, m'envoyer un DM si vous le souhaitez également. Voilà. voilà. Allez voir Vincent Ego, il est pas mal. Il va vous apprendre pas mal de petits tips. Voilà. Yes. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également, et de vous abonner également, parce que il y a des pépites au-delà de mon épisode. Il y a d'autres intervenants qui ont fait des masterclass, donc abonnez-vous. Et les masterclass qui arrivent. Je pense que les gens n'ont pas conscience que s'ils écoutent tous mes contenus, ils peuvent déjà devenir consultants SEO et qu'ils peuvent déjà très Mm. bien gagner leur vie. Mais bon, Mm. ça, c'est juste les personnes qui seront à cet épisode à 1h35, 40 qui pourront réellement comprendre. Les Mm. autres, tant pis pour vous. C'est Vincent, ça. merci. Prends soin de toi. Et on se Yes, dit à à toi bientôt. aussi. Yes, merci Bilker. Prends soin de toi Allez, aussi. Ciao. peace, c'est tout.